Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, les obsèques de l'opposant gabonais André Mba Obam auront lieu ce mardi à Libreville, la capitale. Son corps doit être rapatrié aux alentours de 12 h du Cameroun, où il s'était éteint des suites d'une maladie le 12 avril 2015. L'armée nigérienne subit un revers conséquent de la part de Boko Haram sur l'île de Karamga au large du lac Tchad. Pour préparer une réponse à cette attaque, le président nigérien Mahamadou Issoufou a convoqué les cadres de son état-major. La grève des enseignants se poursuit au Sénégal. Les professionnels du secteur militent pour une meilleure évolution de carrière, une intégration des vacataires, des indemnités de logement ou de correction d'examen ou encore un meilleur accès à la formation. Le risque de l'année blanche est réel pour les syndicalistes. Mais d'abord, les relations diplomatiques entre l'Algérie et la Mauritanie fragilisées par un article de presse. Il fait part d'une plainte portée par Nouakchott sur la présence de cannabis sur son territoire. La drogue aurait transité par le Maroc. Pour les autorités mauritaniennes, c'est un diplomate algérien qui aurait informé la presse dans le but d'entraver les rapports entre l'Algérie et le Maroc. Le diplomate a ainsi été expulsé de Mauritanie en réaction à cette éviction. Alger en a fait de même et demande à l'ambassadeur mauritanien de quitter son territoire. Pour les médias, il s'agit de la première brouille de cette ampleur entre les deux pays. Une cérémonie sera organisée au stade Tsangayong à Libreville au Gabon pour rendre un dernier hommage à l'opposant André Mba Obam. Cette cérémonie aura lieu à Libreville ce mardi, la capitale du Gabon. Il est mort le 12 avril 2015 des suites d'une maladie au Cameroun. Sa dépouille sera ensuite exposée au siège du parti de l'Union nationale. Kekeli Afeto, Jean-Célestin Edjangé. Début des obsèques officielles de l'homme politique gabonais et opposant André Mba Obam ce mardi 28 avril. La dépouille du secrétaire exécutif de l'Union nationale est attendue à Libreville pour un hommage des populations gabonaises. Décédé le 12 avril 2015 des suites de maladies à Yaoundé au Cameroun, des observateurs évoquent une énorme perte pour la classe politique gabonaise. Le décès d'André Mba Obam après une très longue maladie est une grosse perte. C'est lui qui était le catalyseur de la vie politique gabonaise de ces 10-15 dernières années. D'abord au PDG, où il a passé près de 25 ans, aux côtés de Omar Bongo. Et puis dans l'opposition, qu'il a rejointe en 2009, à la suite du décès de Omar Bongo. Avec Mba Obam, j'ai été des deux côtés du miroir. Parce que lui au PDG, moi dans l'opposition, je comptais parmi ses plus grands contempteurs, je l'ai critiqué. Et puis après, je suis devenu son ami. Quand il est passé dans l'opposition, quand il nous a rejoints dans l'opposition en 2009. À cette occasion, j'ai découvert des facettes de l'homme que je ne connaissais pas. J'ai appris à l'apprécier et c'est pour ça que je peux parler de perte immense pour le paysage politique gabonais. Véritable figure de proue de l'opposition, il laisse derrière lui un héritage politique immense qu'il faudra savoir gérer. Tous ceux qui ont suivi sa campagne à l'élection présidentielle de 2009 ont retenu une chose. C'était un homme qui prônait les valeurs démocratiques essentielles. Même au pire moment, quand on lui a volé sa victoire à l'élection présidentielle, à aucun moment, Mba Obam n'a eu des mots violents. Il s'insurgeait contre des gens de son propre camp, de notre camp, qui appelaient à la violence. Donc voilà en gros l'héritage politique qu'il nous laisse. Après, chacun fera en fonction de sa sensibilité. Et aussi en fonction du contexte. André Mba Obam fut pendant 5 ans ministre de l'Intérieur de l'ancien président Omar Bongo jusqu'au décès de ce dernier en juin 2009. André Mba Obam décide alors de créer son propre parti politique, l'Union nationale, qui est devenu le porte-flambeau de l'opposition gabonaise jusqu'à son éloignement de la sphère politique pour des raisons de santé. Décédé à Yaoundé, la capitale du Cameroun, le 12 avril 2015, André Mba Obam luttait contre la maladie depuis 2012. Il avait 58 ans. Près de 2 mois après la reconquête de la ville nigérienne de Damasak par l'armée nigérienne, les habitants ont fait part d'une découverte macabre. Au moins 400 corps, parfois mutilés et en état de décomposition, ont été retrouvés dans les maisons, dans les rues ou dans la rivière de cette localité qui a vécu sous le joug de Boko Haram. Ce sont les habitants survivants qui ont aidé à donner une sépulture décente à ces victimes de la secte islamiste ce week-end.
Le président nigérien a convoqué justement les cadres des armées pour coordonner les efforts contre Boko Haram. Une décision qui fait suite à l'attaque menée par la secte islamiste ce samedi 25 avril sur l'île de Karamga, sur le lac Tchad. Plusieurs centaines d'assaillants ont attaqué les 120 militaires nigériens déployés sur la zone. Des soldats qui n'ont pu tenir leur position et qui ont dû battre en retraite. Ibrahim Dinjai. Le calme est revenu ce lundi sur l'île de Karamga, sur le lac Tchad, suite à une attaque ce samedi de Boko Haram contre les forces armées nigériennes. Une offensive de la secte islamiste qui aurait, selon certaines sources, coûté la vie à 48 soldats nigériens. Un bilan lourd que le ministère nigérien de la Défense n'a pas encore confirmé. Ayant toutefois confirmé l'attaque, les autorités de Niamey indiquent par ailleurs que les opérations de ratissage se poursuivent pour chasser la nébuleuse islamiste de l'île. La défaite militaire qu'a connue l'armée nigérienne sur l'île de Karamga est la manifestation que Boko Haram a toujours conservé sa capacité de nuisance. Il est à rappeler que même si les succès militaires ont été enregistrés sur le terrain, notamment depuis que le Tchad et le Niger sont rentrés en guerre, la reprise de plus de 36 localités et des principales capitales, notamment la Damawa et Yobe, Boko Haram a tout de même conservé sa capacité de nuisance. Lors du sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le 16 février à Yaoundé, un fonds d'urgence à hauteur de 50 milliards de francs CFA avait été reversé au Cameroun et au Tchad en soutien à l'effort de guerre. Mais selon certains observateurs, une assistance financière n'est pas suffisante pour vaincre la menace djihadiste. Il faut, selon les experts, une meilleure coordination des efforts entre les pays de la sous-région, notamment en matière d'information. Ce qu'il faut retenir de cette victoire militaire de Boko Haram, c'est qu'il faudrait davantage que les pays qui sont rentrés en guerre, qui ont le droit de poursuite sur le territoire nigérian, à savoir le Tchad et le Niger, puissent davantage harmoniser leurs forces, davantage mutualiser leurs efforts et renforcer leurs dispositifs de renseignement et d'information. Parce qu'on voit très bien que ce n'est pas la première incursion que Boko Haram a pu infliger depuis quelques semaines maintenant. Il y a quelques jours, l'attaque sur une localité du Cameroun qui a fait plus d'une dizaine de morts. C'est la deuxième fois depuis le mois de février cette année que Boko Haram, qui tente de créer un califat dans le nord du Nigeria et les pays avoisinants, tente de s'emparer de l'île de Karamga, une localité stratégique puisque située aux confins des 4 pays en première ligne face à l'insurrection islamiste, à savoir le Nigeria où Boko Haram s'est implanté, le Tchad, le Cameroun et le Niger. Souvenez-vous, c'était en 11 avril 2015, un Boeing 757 de la compagnie aérienne équatoriale Congo Airlines avait été saisi à Paris dans le cadre d'un litige commercial opposant un homme d'affaires à l'État congolais. Ce dernier devait 70 millions d'euros à l'homme d'affaires congolais. La justice française a tranché ce lundi en faveur du transporteur. L'avion a été remis à la compagnie congolaise et a pu rejoindre la flotte ce dimanche. Au Sénégal, les syndicats d'enseignants accentuent leurs revendications. En grève depuis février 2015, ils ont entamé leur 10e plan d'action. Du côté du gouvernement, les autorités affichent une volonté à négocier, mais ont des positions tranchées sur la revalorisation de l'indemnité de logement exigée par les syndicalistes. Ibrahima Djoubaba nous en dit plus. La grève continue dans le secteur de l'enseignement au Sénégal. Lundi, le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen et du secondaire a entamé son 10e plan d'action qui prévoit une grève totale, mardi et mercredi, et une rétention des notes du second semestre. Les responsables syndicaux appellent le gouvernement à respecter ses engagements et à ouvrir des négociations sur l'augmentation de leur indemnité de logement. Depuis que le gouvernement du Sénégal a alloué l'indemnité de logement aux anciens, ils le font de façon uniformisée. Mais aujourd'hui, cette indemnité qui était pourtant attribuée pour la première fois aux enseignants est l'indemnité la plus faible de la fonction publique. Donc il y a lieu de corriger cette injustice. Donc c'est pourquoi nous, au niveau du Grand Cadre, nous demandons à ce que le gouvernement double l'indemnité de logement. Maintenant, comment il va procéder au paiement de cette indemnité, là, ça peut se discuter, mais nous sommes ouverts à un étalement sur plusieurs budgets. Mais dans tous les cas, il faut qu'on passe de 60 000 à 120 000.
Jeudi dernier, le Premier ministre avait dit à l'Assemblée nationale que l'État ne peut pas se permettre d'augmenter l'indemnité de logement des enseignants qui doit passer de 60 à 120 000 francs CFA. Selon Mohamed Boun Abdallah Dionne, l'État n'a pas les moyens de satisfaire une telle revendication. Vu cette situation, la coalition des organisations pour la défense de l'éducation publique appelle l'État et les syndicats à prendre en compte l'avenir des apprenants. D'abord, qu'on mette en avant l'intérêt supérieur des enfants de ce pays qui doivent aller à l'école. D'une part, d'autre part, faire en sorte que quand la situation aboutira à un accord, qu'on puisse absolument stabiliser le système pour que le retard que les enfants ont accusé puisse être rattrapé le plus vite possible. Le système éducatif sénégalais connaît des blocages récurrents ces dernières années. Le chef de l'État a promulgué une loi sur la modification du statut des fonctionnaires devant aboutir à la titularisation des corps des volontaires et des vacataires. Il a récemment déclaré que les enseignants ne doivent pas prendre l'école en otage, car le secteur reçoit plus de 347 milliards de francs CFA avant d'en appeler à leur citoyenneté pour mettre fin à la crise. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.